Pourriture sur le trône? Comment le dernier Luxembourg du Saint-Empire romain germanique est mort dans la peur et dans ses propres excréments. Le 2 novembre, dans la nuit humide de la fête de tous les morts. Alors que le brouillard plane sur Mayence comme un linceul, l'empereur Venceslas IV est retrouvé dans sa chambre. La peau des paumes déchirée et des traces d'excréments sur son lit. Il n'avait appelé personne, ni sonné une cloche, ni demandé de l'aide. Selon son garde du corps, Gans von Titz, la porte était fermée de l'intérieur par un verrou en bois et une abomination empestait le sol. On le retrouva assis sur son lit, à moitié nu, les yeux fixés sur le vide. Les domestiques jurèrent l'avoir entendu parler à quelqu'un dans une langue inintelligible et rire pendant la nuit, comme s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. L'empereur Venceslas, le dernier des Luxembourgeois, n'avait pas gouverné le Saint-Empire romain pour de bon depuis longtemps. Il buvait, il tremble, il refusait de quitter le palais. Mais ce n'était pas seulement le déclin d'un souverain, c'était la lente dissolution du corps, du pouvoir et de l'esprit. Tout commence au cours de l'été de cette année-là, lorsque la nouvelle parvient à Prague qu'un hérétique tchèque a été pendu publiquement à Ratisbonne sur ordre de l'évêque de Passau. Venceslas ne réagit pas. Il n'avait pas quitté la partie ouest du château depuis 3 mois, n'avait donné aucune audience et, selon l'apothicaire, ne savait pas à quelle époque de l'année nous étions. Les fenêtres de ses appartements sont recouvertes d'un rideau. L'air y était vicié par la sueur, la moisissure et les excréments. Selon les souvenirs du médecin Conrad de Bruno, en entrant dans les chambres de Sa Majesté impériale, je pouvais à peine respirer, car la puanteur était semblable à celle de la viande pourrie et du lait fermenté. Mais il était ordonné de ne pas aérer. Les soins médicaux se limitent à l'application de bile de loup, à de fréquentes saignées, à des frictions avec du vinaigre et de la mousse séchée. Chaque jour, il reçoit la visite d'un moine chauve qui récite des incantations contre le crapaud noir qui a élu domicile dans son estomac. C'est ainsi que Venceslas nomme lui-même la douleur qu'il ressent dans le bas-ventre. Il hurlait lorsqu'on le touchait, refusait que l'on panse ses ulcères et ordonnait qu'on lui apporte du miel qu'il recrachait aussitôt. Les serviteurs écrivent « L'empereur ne mange pas et ne dort pas. Il parle à la défunte impératrice et cherche un serpent sous son oreiller. Son corps était en train de pourrir avant de mourir. Des plaies sont apparues sur la peau, notamment à l'aine et à l'intérieur des cuisses. Le moine qui l'a soigné a mentionné dans une note « pus avec un mélange de noirceur et de sang avec une odeur d'oignon pourri. Aucune pommade n'est efficace. La brûlure s'intensifie et Wenceslas lui-même supplie qu'on l'arrête, mais seulement pour un moment. Après quoi, il demande à nouveau qu'on le brûle. Plus tard, il s'avéra qu'il souffrait d'une furonculose compliquée par la pourriture du sucre, ce qui, dans la langue de l'époque, signifiait « malédiction de la chair ». L'un des ambulanciers a tenté d'ouvrir l'ulcère avec un couteau, mais Václav l'a mordu et lui a ensuite ordonné de lui couper l'oreille pour sacrilège. Tout cela se déroule dans un contexte de disparition du pouvoir réel. Le Reichstag de Nuremberg se réunit sans lui. Les électeurs désignent un nouveau candidat. Mais c'est comme si Venceslas lui-même ne s'en apercevait pas. Il ordonne d'écrire des lettres aux morts, notamment à son père, Charles IV, affirmant qu'il sait comment le sortir de l'enfer. Le chroniqueur Pierre de Znojm a noté que les dernières lettres de l'empereur étaient couvertes de taches sombres, probablement des matières fécales. Selon certaines rumeurs, son frère Sigismond l'aurait empoisonné pour accélérer la transition vers la couronne. D'autres affirmaient que sa maladie était une punition pour ses liens avec les Hussites et son rejet de la bulle papale.
À plusieurs reprises, des inscriptions au fusain sont apparues sur la porte du palais. Le jugement de Dieu vient pour lui. Un jour, un oiseau mort a été retrouvé dans la cuvette des toilettes, les yeux arrachés, avec une note indiquant « Il mourra » avant de pouvoir se confesser. Par la suite, l'accès aux chambres a été restreint. Il ne restait plus que 3 domestiques, un médecin, un moine et 2 gardes du corps. Le corps a continué à se détériorer. La peau des jambes commence à se détacher. Il y avait un bruit inquiétant quand il respirait. Il délirait, voyait du feu sous le plancher et demandait à tout le monde de ne pas marcher pieds nus dans les pièces. Extrait du journal d'un haut fonctionnaire. Aujourd'hui, Sa Majesté a ordonné de sceller les fenêtres, car des démons y grimpent. Il s'est coupé pour laisser sortir les esprits. Quelques jours plus tard, il a perdu le contrôle de sa miction. Les sols ont été aspergés et des rats de palais ont commencé à apparaître dans la chambre à coucher. Pendant la nuit, un de ses gardes du corps s'enfuit, affirmant avoir entendu l'empereur parler avec les voix de 3 femmes en même temps. Lorsque les températures commencent à baisser en octobre, le pourrissement s'accélère. Un ulcère noir s'ouvre sur sa poitrine. L'odeur devient si insupportable que les moines refusent d'entrer sans pansement imbibé de goudron. Le feldscher Jacob Holzmann écrit « La mort refusait de l'emporter. Elle semblait attendre qu'il finisse par se fondre dans ses propres excréments. Venceslas n'est pas mort immédiatement. Il était inconscient depuis 3 jours, mais sa respiration persistait, rare, rauque, comme si elle s'échappait de ses entrailles avec la décomposition. Son cœur s'est arrêté aux premières heures du 6 novembre. Il a fallu 5 hommes pour sortir le corps. La peau se détachait du muscle. L'un des porteurs est tombé malade plus tard et est mort, probablement d'un empoisonnement du sang. Le rite n'a pas été accompli à temps. Le cadavre a commencé à se décomposer avant que les moines n'aient fini de réciter les prières. L'embaumement n'a pas été possible. Il ne restait du corps qu'une bouillie épaisse et sombre, que les moines ont ordonné de brûler dans une boîte fermée. Le décès a été officiellement déclaré arrêt cardiaque soudain. La lutte pour le trône commence bientôt. Sigismond est reconnu comme empereur, mais avec difficulté. Des partisans hussites se soulèvent en Bohême, affirmant que Venceslas a été tué par des partisans du pape. Sa mort crée une rupture entre les princes allemands et la noblesse de Bohême. Les électeurs demandent la constitution d'un nouveau conseil, et les rumeurs de la ville disent que l'Empire a pourri avec lui. Extrait d'une lettre de l'évêque de Trèves, « Il n'est pas mort, il a disparu », comme un excrément jeté dans la nuit. Et puis ce fut la famine, les massacres, les frères contre les frères. Dans les premiers jours suivant la mort de Venceslas IV, le palais de Prague est scellé. Sur ordre de Sigismond, le frère du défunt, personne n'avait le droit de pénétrer dans les appartements de l'empereur défunt sans l'autorisation écrite de l'archichancelier. La raison n'est pas seulement d'ordre sécuritaire, l'odeur qui se dégageait de l'aile ouest était si forte que, même après que les restes du corps eurent été brûlés, les tissus, les meubles et les murs de pierre continuaient à dégager de la pourriture. Un serviteur ayant participé à l'enlèvement du lit se souviendra plus tard que le marbre était plus sombre qu'avant, et le bois comme s'il avait absorbé la viande. Plusieurs tentatives de nettoyage échouèrent, et finalement, les chambres furent simplement murées, avec une prière d'exorcisme récitée au-dessus d'elles. Par ailleurs, le corps n'a pas été placé dans un cercueil comme l'exigent les protocoles. Il a été incinéré de nuit, sans témoin. L'un des moines présents a déclaré dans une confession privée « Alors que le corps était allongé sur la pierre, des insectes ont rampé vers lui. Certains étaient
blancs comme du lait avec des cornes. Je les ai vus pénétrer dans sa bouche. Ce témoignage a été rapporté plus tard par le jésuite Gérard de Leipzig, qui a commenté un symbole de la décomposition de l'esprit et de la chair. Au cours de la même période, une purge de l'entourage de Venceslas a commencé. 2 serviteurs sont pendus pour avoir insulté la mémoire de l'empereur, officiellement pour avoir volé des coupes, mais des témoins affirment connaître les dernières lettres de Venceslas et affirment qu'il a demandé à abdiquer le trône et à se retirer dans un monastère. Cette affirmation est politiquement dangereuse. Toute mention d'abdication détruit la légitimité de la lignée luxembourgeoise. Sigismond, arrivé à Prague, 9 jours après la crémation, demande d'abord les rapports du médecin et du moine qui ont soigné le défunt. Aucun des deux n'a survécu. Le moine est retrouvé pendu dans sa cellule, laissant un mot. Il est passé. Il m'a demandé d'ouvrir les fenêtres. Le médecin a disparu et ses affaires ont été jetées dans la rivière. Plus tard, des sacs d'argent, probablement des pots de vin, pour obtenir le silence, ont été retrouvés dans les maisons du médecin. Tous les documents relatifs au traitement de Venceslas ont été brûlés. Cependant, un monastère a conservé une copie d'une note de Conrad de Brunno remise à l'évêque de Passau. Elle disait « L'empereur souffrait de décomposition putréfactive des organes internes, d'ulcères sur la peau, de nécrose dans la région du périnée, d'hallucinations et de cécité périodique. J'ai utilisé une décoction d'écorce de chêne, de l'ammoniac, une infusion de mercure et des saignées jusqu'à 2 fois par jour. Cela n'a servi à rien. La maladie est peut-être due à la consommation de viande avariée ou à un poison qui affecte lentement les entrailles. Immédiatement après sa mort, une lutte s'engage pour les restes de l'influence. La vieille noblesse de Bohême accuse Sigismond d'usurpation. Les Hussites considèrent Venceslas comme un martyr empoisonné pour avoir sympathisé avec les pauvres. Les catholiques de Prague sont contraints de dissimuler l'origine des ordres par crainte de troubles. Des inscriptions au fusain commencent à apparaître dans les rues. Il ressuscitera, il ne vous a pas pardonné. Le peuple croit que Venceslas a été tué parce qu'il refusait de soutenir l'exécution des hérétiques. Une rumeur prétend qu'avant sa mort, il aurait ordonné la libération des prédicateurs captifs et la fermeture des monastères. Un tel comportement a semé la consternation dans les milieux ecclésiastiques. L'un des épisodes les plus effrayants s'est produit le 40e jour après sa mort, lors de la récitation de la messe de Requiem. Le prêtre qui prononçait le nom de Venceslas s'est soudain effondré sans connaissance. Du sang noir coula de son nez et il mourut 1 heure plus tard. Le peuple murmura que l'âme de Venceslas se venge. Après cela, le nom de l'empereur ne fut plus jamais mentionné à la messe. Selon des rapports secrets en provenance de Vienne, Sigismond n'a pas osé entrer en triomphe à Prague, car la peur et la pourriture n'avaient pas encore disparu. Dans une lettre de l'ambassadeur danois, on peut lire « J'ai vu des corps se décomposer en 1 semaine, mais je n'ai jamais vu la pourriture rester dans les murs. Ici, elle est vivante. Des maladies se déclarent dans le cercle des intimes. » L'un des maréchaux, qui dormait dans la chambre de l'ancien empereur, est retrouvé mort avec des plaies sur le visage. Sa femme est vue en larmes, murmurant « Il est maudit ». Selon certaines informations, même les meubles retirés du palais commençaient à dégager une odeur de viande avariée. À Leipzig, les gens refusent d'acheter des chaises en chêne appartenant aux défunts. Les marchands ont brûlé des tissus pour ne pas attirer la contagion. Les serviteurs du temple de Melnik écrivent dans les chroniques « La mort de l'empereur n'a pas apporté la paix.
elle a révélé quelque chose de pire. Son âme ne s'est pas élevée. Elle s'est déposée sur le sol, comme le pu dans une plaie. Le corps de Venceslas n'a pas été enterré avec les honneurs. Son nom a été effacé des pièces de monnaie. L'Église refusa de le canoniser et les courtisans évitèrent de parler de lui à voix haute. Pourtant, des années plus tard, lorsque la guerre civile a éclaté en Bohême, nombreux sont ceux qui se sont souvenus de ces dernières paroles, prétendument prononcées dans un état de délire. Après moi, il n'y aura que le froid et les cendres. Le nouveau pouvoir s'installe, mais pas pour longtemps. Sigismond ne parvient pas à unifier l'Empire. La mort de Venceslas met fin à la famille des Luxembourg en ligne directe. L'époque de leur règne, plongée dans la peur, la décadence et l'oubli, est restée dans les mémoires comme un temps où les murs pourrissaient et où Dieu se taisait. Au printemps de l'année suivante, alors que la neige recouvrait encore les toits des monastères, Prague recommença à parler de Venceslas. Les rumeurs ne semblaient pas s'éteindre avec le corps, au contraire, elles se sont propagées, comme ces plaies. Sur la place principale, où l'on craignait de sortir après le coucher du soleil, les habitants murmuraient « Il n'est pas mort, il a été caché. Il a été caché ?» Certains affirment même avoir vu l'empereur, la nuit, sur les murs de la cathédrale. Il se tenait comme vivant, dans une chemise blanche tachée, avec une ceinture lâche et des traces de suie sur les mains. L'Église, pour arrêter la propagation de ces histoires, ordonne l'arrestation des blasphémateurs et des prédicateurs. Blasphémateurs et des prêcheurs de peur. Mais cela ne suffit pas. Sigismond lui-même ordonne la collecte des archives de Venceslas, examinant la correspondance personnelle, les rapports, les serments, tout ce qui peut éclairer ces dernières semaines, mais ce que l'on trouve ne fait qu'accroître l'inquiétude. Parmi les papiers, un fragment de note couvert de taches de graisse et de bave séchée. Je ne sens plus mes doigts. Ils sont en train de pourrir. La viande se détache comme la peau d'un poisson bouilli. Je prie, non pas pour une âme, mais pour le silence. Il chuchote dans les coins. Il m'appelle par un nom que je n'ai pas. L'écriture est hésitante. Certaines lettres sont écrites comme de la main gauche. L'archiviste qui a examiné le texte est devenu aveugle des deux yeux. Son témoignage est conservé dans les archives. Tout ce qu'il a écrit était vrai. Il savait qu'il mourrait, non pas en tant qu'homme, mais en tant que signe. Il ne pourrissait pas, il se dissolvait entre ce monde et l'autre. Bientôt, une étrange fièvre se déclare à Teplice, dans les environs de la couronne tchèque. La maladie s'accompagne d'éruptions cutanées, d'hallucinations et d'insuffisances rénales. Les gens disaient qu'il s'agissait de chair noire, une maladie provenant d'un monarque mort. Certains l'appelaient la malédiction, sans trône. L'entourage de Venceslas fut le premier touché. La servante, qui tenait son pot de nuit, avait le visage tuméfié et les dents pourries. Le cuisinier avait du pu qui sortait de ses yeux, et l'un des soldats avait des ulcères sur le corps qui ressemblaient exactement à ceux décrits par le médecin Conrad de Brunau. Tout le côté ouest du château fut bloqué et plus tard brûlé. Même les murs ne sont pas épargnés par la peur. Entre-temps, le pouvoir de Sigismond s'affaiblit. Il s'attendait à une consolidation rapide, mais il fut confronté à la révolte hussite, à la haine populaire et à l'aliénation des électeurs. Une lettre de l'évêque de Würzburg indique « Il est devenu empereur sur les cendres, mais il n'ose pas dormir sans lampe. On dit qu'il s'enferme la nuit et qu'il asperge son lit d'eau bénite. On dit qu'il entend la voix de son frère. » La situation politique se complique. Les électeurs du Rhin refusent de reconnaître la légitimité de l'autorité de Sigismond, insinuant que Venceslas est mort de façon non naturelle. Un rapport secret
émanant d'un conseiller saxon indique « Il a été empoisonné, mais pas de façon naturelle. Il a été empoisonné, mais ce n'est pas le poison qui en est la cause. Il était brisé par la peur, isolé, déchiré par une oscillation incessante entre la loyauté et l'hérésie. Ces dernières nuits ont été une torture sans bourreau. La panique gagne la noblesse. Plusieurs nobles se suicident. L'un d'eux, le comte von Altenburg, se jette par la fenêtre en criant « Il vient me chercher, il ne me pardonnera pas ». Lors de son procès, le prêtre de sa cour affirme que le comte est impliqué dans un complot visant à destituer Venceslas, une servante qui s'était occupée du mourant, est retrouvée égorgée dans le monastère de Sainte-Agathe. Selon l'abbesse, elle avait affirmé ces derniers jours avoir entendu quelqu'un l'appeler dans une pièce sans fenêtre. La paranoïa s'insinue dans la structure même du pouvoir. À la cour, chacun craint de toucher les sceaux du défunt empereur. Des rumeurs affirment que Venceslas aurait signé certains documents de son propre sang. Un traité du moine Joachim de Bamberg affirmait « Il a fait un pacte non pas avec l'empereur, mais avec l'empereur. Il a fait un pacte non pas avec les princes, mais avec la douleur. Il est devenu le réceptacle de ce que les mots ne peuvent décrire. Même la mort ne l'a pas rendu à la terre, elle l'a poussé dehors et maintenant, il erre parmi les signes et les symboles. » C'est à cette époque que le clergé se divise. Une partie du clergé demande la réhabilitation de Wenceslas, même à titre posthume, pour le bien de la paix. L'autre insistait pour qu'il soit condamné pour avoir sympathisé avec des hérétiques. Les églises prient pour la rédemption de l'erreur du trône. Certains ministres organisent des messes secrètes en sa mémoire, ce qui leur vaut d'être condamnés plus tard comme apostates. Pour tenter de stabiliser la situation, Sigismond transfère sa résidence à Budapest, évitant ainsi Prague. Mais sa santé se détériore rapidement. Son médecin écrit que l'empereur souffre de tremblements des mains, d'insomnie, de saignements de nez et d'attaques de terreur déraisonnables. Une rumeur populaire circule, la pourriture se transmet par le sang. Pourtant, les effets les plus graves n'affectaient pas le corps, mais l'âme. Le peuple pensait qu'avec Venceslas, ce n'était pas seulement une génération qui était morte, mais l'ordre même des choses. Si l'empereur pouvait pourrir vivant, prier et ne pas être entendu, alors Dieu était soit aveugle, soit détourné. Cette prise de conscience est devenue le terreau du radicalisme religieux. Dans les années qui suivirent, la première guerre hussite éclata sous cette bannière. L'Église a tenté de passer sous silence les souffrances de Venceslas. Mais dans les annales, il y avait des preuves, et même des années plus tard, des pèlerins se rendaient dans les chambres brûlées. Ils n'ont pas prié. Ils ont regardé, ils ont chuchoté, comme s'ils pouvaient encore entendre quelque chose à l'intérieur du mur. L'été suivant, la puanteur avait disparu des murs, mais la peur demeurait. Prague avait changé. Les rues étaient des plus calmes. Les maisons sur le chemin de l'ancien palais étaient vides. Les gens évitaient de prononcer le nom de Venceslas à voix haute. Ses portraits sont détruits. Les monastères reçoivent secrètement l'ordre de brûler tout document mentionnant ces derniers jours. Le pouvoir de Sigismond est renforcé, non par l'amour, mais par la crainte que la même chose ne se produise sous son règne. L'Empire vit dans un état de tension étouffé, comme s'il s'attendait à ce que la pourriture jaillisse à nouveau des plafonds. Entre-temps, un groupe de scribes monastiques d'Alsace a retrouvé des fragments des archives de la mort de l'empereur. Parmi eux figure un passage d'un journal appartenant probablement à un cardinal de Bamberg qui est arrivé à la maison de Venceslas 3 semaines avant la fin. Il ne se reconnaît pas dans le miroir
Il y voit son père, son frère, sa femme morte. Il dit qu'ils se tiennent près de son lit. Dans la nuit, il entend des bruits sourds. Il prétend qu'un ange est venu le chercher, mais l'ange porte des bottes pourries et tient une tête de chien. Ces documents ont été divulgués à l'extérieur du monastère et ont été distribués sous forme de tracts interdits. Certains pensaient qu'il s'agissait de faux, mais trop de choses correspondaient au récit des survivants. Le nom de Venceslas devient le symbole de la chute, non seulement corporelle, mais aussi spirituelle. Il n'était plus humain. Il était craint pour rappeler que même loin pouvait mourir, laissant derrière lui une odeur nauséabonde plutôt que la gloire. Les archives montrent qu'au cours des derniers mois de sa vie, Venceslas a tenté de révoquer ses propres décrets, de ramener les prédicateurs exilés et de distribuer une partie du trésor aux pauvres. Ses serviteurs ont affirmé qu'il parlait à voix basse d'un jugement terrible et de diable d'encre qui écrirait tout. Certains historiens ont par la suite émis l'hypothèse qu'il souffrait d'une forme grave d'insuffisance rénale accompagnée d'une encéphalopathie urémique. Cela expliquerait ses délires, ses crises d'épilepsie, son odeur corporelle nauséabonde et ses ulcères. Mais de son vivant, personne ne connaissait le diagnostic ni la signification de ce qui se passait. Seulement l'horreur. La mort de Venceslas a changé non seulement la politique, mais aussi l'image même de l'empereur. Après lui, tous les monarques ne craignaient ni la révolte ni le meurtre, mais de mourir ainsi, lentement, dans ses propres excréments, oublié, maudit, comme un chiffon jeté hors d'un château. Par la suite, les souverains allemands ont commencé à construire des chambres séparées pour les mourants, loin du palais, loin des regards. Un nouveau terme apparaît dans les discours des médecins du monastère, la maladie de Wenceslaus, qui signifie une déchéance morale et corporelle progressive sur fond de perte de pouvoir. Sigismond, son frère, ne lui survit que 10 ans. Avant sa mort, il ordonne qu'on ne l'appelle pas empereur, mais simplement fils du péché. Il voulut que son corps soit enveloppé dans un simple linceul et enterré sans inscription. Selon le témoignage d'un moine, sa dernière parole fut « Il attend ». L'histoire de Venceslas est devenue interdite. Dans les chroniques officielles, son nom est passé sous silence. Son image ne figure pas dans les galeries royales. Pourtant, dans les églises de Bohême, on entendait parfois les vieilles épouses murmurer à la lueur des bougies « Celui qui pourrit reviendra ». Il n'a pas été glorifié. Il n'était pas maudit. Il a juste été oublié, comme un cauchemar dont on se réveille avec des sueurs froides et dont on ne veut pas se souvenir. Mais l'oublier ne signifie pas s'en débarrasser. L'Empire n'a plus jamais été le même. Après Venceslas, chaque souverain successif a gardé à ses côtés non seulement un médecin et un prêtre, mais aussi un apothicaire avec un sac d'opium, au cas où la pourriture commencerait à se manifester. Et si l'on en croit, l'un des rares témoignages conservés, enregistré par un scribe itinérant en Haute-Bohême, dans la chambre où l'empereur est mort, les bougies ne brûlent pas. Elles sont éteintes par l'air. C'est ainsi que s'est achevée l'ère luxembourgeoise, non par une bataille, non par un triomphe, mais par une odeur nauséabonde et la peur de leur propre chair.